Eh bien voilà, donc il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin pour ce webinaire d'après l'été 2020 consacré, comme vous le savez, au marché de l'énergie. Mon nom est Christophe Dupont. Je vous accompagnerai donc tout au long de cette nouvelle session et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux intervenants. Deux experts marché, Stéphane Pirotte d'une part, expert marché, et Olivier Gasnier, expert macroéconomie et taux de change, tous deux chez Engie. Donc, ils vont partager dans les minutes qui viennent, pendant à peu près 45 minutes avec vous, leur analyse des marchés énergétiques, la macroéconomie, le pétrole, le gaz et le marché électrique. Et bien entendu, vous recevrez après cette session un email avec l'enregistrement de ce webinaire, de cette session. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous pouvez le faire au moyen de la box Q&A que vous trouvez quand vous allez avec votre souris en bas de l'écran. Et nous y répondrons donc en milieu et éventuellement en fin de session. Sans plus attendre, donc, je vous propose de commencer la session qui, compte tenu de l'actualité récente, donc vous savez, pandémie Covid-19, on va voir un peu son influence sur l'économie, sur les marchés financiers. On a récemment aussi appris que l'Europe avait de nouvelles ambitions en matière de réduction des émissions CO2 en général. Et puis, on sait qu'il y a toujours le pétrole qui est un des drivers principaux de ces marchés énergétiques. Qu'en est-il au niveau des quotas de production? Où en est-on au niveau des stocks? Tout ça a bien entendu des conséquences sur le prix de l'énergie en Belgique. Voilà. Stéphane, Olivier, bonjour. Bonjour. Je vais d'abord passer la parole donc à Olivier Gasnier. Il va partager avec nous son analyse sur le contexte global, macroéconomique, et l'impact sur les marchés pétrole. Olivier, je te passe la parole. Merci. Oui, donc nous allons commencer par l'environnement macroéconomique. Cet environnement macroéconomique, il est toujours dominé par les conséquences de la pandémie Covid-19. Sur ce premier slide, vous avez quelques graphiques qui permettent, je pense, de remettre un peu les choses en perspective. Sur la partie gauche, vous avez une évolution des cas et du nombre de décès chaque jour. C'est une moyenne mobile sur 5 jours pour lisser un peu la lecture des graphiques, qui vous montre que le nombre de cas ne cesse d'augmenter. On le voit partout, notamment en Europe. C'est quand même lié largement aussi à des tests en très très forte augmentation par rapport au printemps. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au niveau mondial, parce qu'on peut avoir une perspective un petit peu différente en Europe compte tenu de ce qui s'y passe, on a une amorce quand même alors on a eu un rebond du nombre de morts lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, en Inde, au Brésil, mais on a une tendance quand même à la baisse qui semble se confirmer, qui s'est amorcée au mois d'août et qui pour l'instant semble se confirmer toujours au mois de septembre. Alors, en ce qui concerne l'Europe, la situation est, je vous le disais, un peu différente, dans le sens où là, on a une augmentation très forte du nombre de cas, essentiellement dans deux principaux pays que sont l'Espagne et la France, avec une détérioration très marquée également sur les derniers jours au Royaume-Uni. Alors que quand on regarde l'Allemagne, l'Italie, on a une petite remontée, mais bon, ça a été quand même relativement bien circonscrit. Quand on regarde l'évolution du nombre de morts, là, on voit que la situation se détériore également, notamment en Espagne et en France, un petit peu au Royaume-Uni, mais qu'on est vraiment dans une situation qui est très, très différente de celle qu'on a pu connaître au printemps. Mais bon,
Toujours est-il que face à cette remontée du nombre de cas et surtout de décès, le fait que les hôpitaux commencent à être un petit peu surchargés, on a des conséquences évidemment sur l'évolution de l'activité économique, puisque vous avez vu les mesures de restriction qui ont été prises d'abord en Espagne, sur la région de Madrid essentiellement, puis au Royaume-Uni dernièrement sur la fermeture des pubs un horaire pas trop tardif, le work at home qui est encouragé, les mesures prises en France encore hier soir, également des mesures restrictives sur les bars et restaurants, une mobilité qui de facto va être réduite. Donc tout ça va avoir des conséquences économiques. On voit bien que le fait que les gens se déplacent moins, sortent moins, etc., ça va mettre évidemment un effet négatif sur l'activité économique dans les semaines qui viennent au minimum. Alors, est-ce qu'on peut croire, est-ce qu'on peut penser qu'on a un risque de confinement généralisé de nouveau? Moi, je pense que ça peut être complètement exclu en l'état actuel des choses. Il suffit de regarder un peu les conséquences de la pandémie au premier et deuxième trimestre de l'année au niveau mondial. Vous avez ça sur donc ce slide avec l'évolution des PIB en volume, une base 100 à la fin de l'année dernière, et puis ce qui s'est passé donc au premier et deuxième trimestre. On n'a pas encore le troisième trimestre qui n'est pas encore achevé, bien sûr. Vous voyez que les effets ont été très très disparates d'un pays à un autre, notamment la Chine, là où la pandémie a véritablement démarré, dont l'activité a rebondi dès le deuxième trimestre, alors qu'on a totalement plongé avec les mesures de confinement généralisées dans les autres pays, mais avec des impacts quand même variant très très fortement d'un pays à l'autre, notamment entre les pays qui ont appliqué un confinement partiel et les pays qui ont appliqué un confinement total. Bon, je ne pouvais pas multiplier les graphes, mais par exemple sur la zone euro, on retrouverait des différences très très nettes entre ce qui s'est passé en Allemagne ou en Espagne. Hein. Ça va quasiment du simple au double en termes de contraction du PIB, moins 10 dans un cas, moins 18 dans l'autre, sur le trimestre. Donc c'est des variations absolument incroyables. Donc quand on regarde l'évolution par exemple du PIB indien, il y a eu une contraction au deuxième trimestre de près de 30% du PIB sur le trimestre. Tout à fait extraordinaire. Avec des conséquences évidemment à la clé sociales, économiques qui vont être tout à fait dramatique, je pense, notamment dans les pays émergents où beaucoup de gens qui seront tombés dans la pauvreté auront bien du mal à sortir de cet état ensuite. On a des problèmes au niveau de l'enseignement dans ces pays-là. Les pays émergents supporteront des conséquences vraiment dramatiques de cette crise. Donc on a une contraction du commerce mondial qui a commencé à rebondir, évidemment, depuis la sortie du confinement, mais on voit que, mis à part la Chine, sur lequel on peut quand même un peu exprimer des doutes sur ces statistiques. On voit les exportations chinoises qui ont remarquablement résisté, mais apparemment quand même la Chine a su bénéficier, je dirais, de ce choc à contretemps pour prendre beaucoup de parts de marché à ses concurrents, notamment du côté pays émergents, répondre à une forte demande sur des biens liés à la situation sanitaire et également équipement du logement en matière de produits IT, etc. Là, on a eu une forte demande sur toute cette catégorie de biens. Ailleurs, on voit que, un peu à l'image de ce qu'on retrouve sur tous les indicateurs d'activité, on a plongé extrêmement fort. Et puis ensuite, on est sur une reprise, mais par exemple, on voit que les exportations de l'Europe restent à peu près 10% en dessous de celles de l'année dernière. On est plutôt sur du moins 15% sur les États-Unis, par exemple, ou du moins 20% au Japon. Sur l'évolution de la demande intérieure, on a une évolution un peu similaire par rapport aux exportations de l'activité industrielle, c'est-à-dire qu'une remontée très forte en mai-juin qui commence à se calmer un petit peu en juillet, et puis en août, là ça ralentit franchement, mais on reste sur des niveaux, disons, entre 5 et 10% inférieurs en termes de niveau d'activité par rapport à l'année dernière. La consommation sur la demande, c'est assez différent. C'est-à-dire que déjà on a eu
un surcroît de demande en sortie de confinement, puisque les gens n'ont pas pu dépenser, ils ont accumulé une épargne extraordinaire, et donc on dépensait de façon effrénée, je dirais, en mai-juin, et puis ça a commencé ensuite à se calmer, mais la consommation de biens, en général, est revenue à un niveau légèrement supérieur à celui de l'année dernière. Donc on a eu une normalisation de ce côté-là. Par contre, du côté des services, là, on reste avec un déficit d'activité très important, lié en particulier au transport, lié à toutes les activités qui impliquent des rassemblements de personnes. Et donc, comme je vous le disais, forcément, des nouvelles mesures de restriction font que ce déficit va plutôt tendre à se creuser qu'à se résorber au cours des mois à venir. Alors, le petit graphique à droite, ça montre les travaux de l'INSEE, mais je l'ai mis parce que ça concerne la France, mais c'est assez représentatif de ce qui se passe au niveau mondiale. Alors la Chine étant quand même là aussi en avance, on commence à voir quand même une normalisation de la consommation en Chine, y compris sur les services. Notamment, il y a eu un redémarrage très fort sur la fréquentation des cinémas quand ça a été réouvert, alors que ce n'est pas du tout le cas, par exemple, en Europe. Et on voit que voilà, il y a des activités qui restent très inférieures à la moyenne. À la normale, je dirais, sur l'INSEE, on avait une estimation des transports à moins 22%, hôtel-restaurant moins 18% encore au mois d'août. Et surtout, les perspectives que donnait l'INSEE, qu'on retrouve un peu partout aussi, c'était qu'on était revenu à un niveau d'activité 5% inférieur à la normale en août, mais qu'il prévoyait un déficit de 4% d'ici la fin de l'année. En d'autres termes, la reprise est déjà finie, hein, c'est un peu ça qu'on veut dire, et on reste sur un niveau d'équilibre compte tenu de la condition des conditions sanitaires, on reste à un niveau d'équipe qui est assez nettement inférieur à la normale, avec les conséquences en termes d'emploi, etc. Alors, il y a beaucoup d'États, à la différence des États-Unis, qui ont choisi pour l'instant de subventionner l'emploi, et donc on ne voit pas forcément beaucoup les chiffres du chômage déraper. Et ces schémas, ces plans d'aide vont être reconduits d'ailleurs encore plusieurs trimestres. Mais forcément, la situation en termes d'emploi et d'investissement s'est quand même nettement dégradée. Alors, un petit bilan de l'activité économique, des perspectives macroéconomiques. Sur ce tableau, donc qui reprend les principales zones en termes de croissance. Bon, alors pour une fois, on est un peu moins pessimiste que le FMI. Le FMI avait baissé ses prévisions quand même de façon vraiment, je dirais, exagérée, me semble-t-il, au mois de juin. On a vu l'OCDE d'ailleurs réviser à la hausse. D'ailleurs, tout le monde commence un peu à réviser un peu à la hausse sur 2020, mais là, la fin d'année va probablement être un peu moins bonne que ce à quoi on pouvait s'attendre il y a encore un mois. Mais bref, donc on a une forte contraction du PIB mondial à attendre cette année. Alors bon, autour de 4%, disons, pour schématiser, avec quand même la Chine qui arriverait à avoir une petite croissance, mais des chiffres dramatiques pour l'Inde, par exemple. Alors, peut-être une remarque, on voit par exemple le Brésil moins 6, finalement le Brésil s'en sortirait pas si mal que ça, alors qu'on a décrit une situation apocalyptique. Tout ça pour dire quand même que la performance économique des pays, elle est liée aux décisions des gouvernements concernant les confinements. Elle n'est pas liée à la gravité de la situation sanitaire. Vous avez eu une détérioration, par exemple, très forte de la situation sanitaire dans tout l'ouest et le sud des États-Unis au cours de l'été, et les chiffres sont restés meilleurs qu'en Europe. Donc voilà, il faut quand même garder ça à l'esprit. On voit la différence, notamment en Europe, entre la situation de l'Allemagne et l'Espagne. Hein. C'est quand même des choses qui vont avoir des conséquences sur le long terme. Notamment, on a vu en Europe avec l'adoption d'un plan de soutien basé sur des subventions et non des prêts, qui a été décidé par les leaders européens au début du mois de juillet. Ça, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience que cette situation, cet écart, ce grand écart entre les performances économiques, cet écart qui s'élargit entre les pays riches et les pays qui étaient plus pauvres, est complètement insoutenable à terme, qu'il faut, si on veut sauver l'Europe, passer à un autre mode de fonctionnement. Je voulais vous dire un mot des marchés financiers qui sont un peu en train de corriger ces derniers temps, parce qu'on a vu
notamment encore hier, pas en Europe, on avait rebondi, mais on a eu une baisse assez forte des indices américains. Bon, alors sur ce graphique, vous avez représenté en fait l'évolution du Nasdaq, donc les valeurs technologiques américaines, d'où est partie la correction. Le S&P, donc l'indice phare de la bourse américaine, le S&P hors des technos, que la correction est déjà beaucoup moins forte, et puis l'Eurostock 50, bon, qui était beaucoup moins monté, mais qui pour l'instant, dont la baisse est relativement contenue, je dirais. Donc on est plus dans un processus, je dirais, de normalisation un peu sur des valorisations qui étaient très élevées sur la tech américaine. Des inquiétudes forcément par rapport à l'incapacité des parlementaires américains à se mettre d'accord sur un plan de soutien pour les personnes ayant perdu du revenu et qui se sont retrouvées sans aide supplémentaire à partir du mois d'août. Ça va avoir des conséquences. La Fed avec des marges de manœuvre limitées. Mais alors justement, la Fed a, et ça c'est un impact qu'on va retrouver dans les prochaines années c'est une décision très importante. La Fed a modifié en quelque sorte sa stratégie et maintenant ambitionne de ramener l'inflation à 2% en moyenne, je dirais, sur le long terme. C'est-à-dire que implicitement, ça veut dire que la Fed finalement ne croit plus en le lien, la fameuse courbe de Phillips qui liait la situation du marché de l'emploi, l'évolution du chômage et l'évolution des prix, et pense que le problème numéro un, c'est le risque déflation. Il faut à tout prix faire remonter l'inflation, éviter un scénario à la japonaise. Et donc, ils sont prêts à accepter sur le long terme un dérapage des prix pour ramener justement l'inflation à 2% en moyenne, sachant qu'on est très en deçà de ces niveaux depuis maintenant plusieurs années. Donc pour les marchés, ça veut dire, et la Fed d'ailleurs a mis un peu je dirais, du concret sur ce changement de stratégie avec sa dernière réunion, les membres de la Fed, par exemple, n'anticipent pas de relèvement des taux d'intérêt avant 2024 au plus tôt. Ça veut dire que vous avez déjà 3 ans enfin plus de 3 ans et demi de taux à zéro devant vous. Donc, dans ces conditions, c'est vrai que des corrections très fortes sur les marchés, notamment sur les marchés actions, bon, il faut vraiment que les choses s'enveniment très très fortement pour que ça se mette en place parce que voilà, tout simplement, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, tant que vous n'avez pas la catastrophe de nouveau qui se produit, le fait d'avoir des taux à zéro comme ça est garanti sans remonter, même si l'économie redémarre, que c'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est quand même un encouragement à avoir des actifs toujours au prix toujours plus élevé. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On va rentrer dans un débat qui débordera du cadre de cette présentation. Un mot sur le taux de change avant de passer au pétrole. Je suis un peu long, là je me rends compte, alors je vais accélérer. L'euro-dollar, même chose, on est un peu dans une phase de correction actuellement. Je crois que moi, mon sentiment, c'est une correction de court terme, c'est-à-dire qu'on va aller probablement vers un 15, peut-être même un petit peu en dessous. On est aujourd'hui, enfin ce matin encore autour de 1,1650. Mais je pense vraiment qu'on devrait avoir une remontée de l'euro contre dollar et probablement au-dessus des niveaux qu'on a atteints précédemment. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est plutôt rentré dans un mouvement d'appréciation de long terme de l'euro qui le poussera beaucoup plus haut que les 1,20 qu'on a pu atteindre. Pour plein de raisons, et notamment bon, le fait que l'Europe semble quand même se prendre en main de façon un peu plus sérieuse avec ce plan basé sur des transferts et non des prêts. Là, on commence à s'attaquer aux disparités de fiscalité. Il y a vraiment, il me semble, des progrès de ce côté-là. Alors que du côté des États-Unis, bon, en termes de valorisation du dollar par rapport à des références de long terme comme la parité de pouvoir d'achat, on est toujours très très élevé. On a la situation politique qui est extrêmement problématique, avec des élections américaines qui arrivent, qui vont être, je crois, porteuses vraiment de désordre aux États-Unis très très fort. On sait moi j'ai la conviction que Trump n'acceptera pas sa défaite s'il est battu et donc se lancera dans une longue bataille où il va se proclamer vainqueur sur la base des premiers votes et ensuite refuser le résultat des votes par correspondance, par exemple. Donc on va se lancer dans une longue bataille qui fait qu'au moment de l'investiture, probablement en début d'année prochaine,
on sera enlisé dans une situation extrêmement complexe. On a une cassure vis-à-vis de la Chine qui fait que l'un des principaux acheteurs d'actifs américains en dollars va, à mon avis, chercher à diversifier de plus en plus ses investissements. Il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui concourent à cette remontée. En ce qui concerne la livre, bon, là, on est dans une situation extrêmement tendue où il y a à la fois le risque d'un Brexit qui se fasse sans accord commercial avec l'Europe et la remontée de la pandémie avec des conséquences économiques également dramatiques. Donc la livre peut continuer de s'affaiblir, y compris contre euro. Alors peut-être pas trop dans la première phase, mais par contre, moi je pense quand même qu'il y aura un accord. J'ai du mal à penser que le UK va sombrer dans une espèce de désordre là et partir comme ça sans aucune garantie. Le rapport de force est quand même très très en faveur de l'Europe continentale par rapport au UK dans les échanges. Ils ne peuvent pas se permettre de partir sans accord commercial. Donc moi je vois plutôt un scénario d'accord un peu de dernière minute comme à chaque fois vers la fin d'année et à ce moment-là une livre qui reprend des couleurs par rapport au niveau actuel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au... Oh, non, je crois qu'on va enchaîner directement. Hein. Il me semble que c'était comme ça que c'était prévu. Je vous parle un petit peu de pétrole et puis on prendra les questions ensuite. Alors, les prix du pétrole. Donc, bon, là, sur ce graphique, on a l'évolution des prix du pétrole depuis en gros un an. On voit le plongeon lié au Covid, mais pas simplement. Il y a eu cette décision vraiment malheureuse de l'OPEP de l'Arabie Saoudite d'augmenter sa production juste au moment où la consommation se retournait à la baisse. Donc, ça a précipité la très forte baisse des prix du pétrole au printemps. Et puis, finalement, l'accord qui a été conclu entre les pays de l'OPEP et la Russie pour baisser de façon extraordinaire la production, quasiment 10 millions de barils jour quand même, pour essayer de stabiliser le marché. Donc, on a vu une remontée des prix. On a vu des prix du Brent aller à peu près à 45, 46 dollars le baril. Et puis, on a rechuté au mois de septembre. On cherche une stabilisation un peu, hein, c'est-à-dire qu'on est descendu sous les 40 pour le Brent, on est remonté, et puis là, ça semble se stabiliser autour de 41 dollars, 42 dollars par baril, avec des inquiétudes quand même qui sont montées sur l'évolution de la demande, du fait notamment de cette résurgence de la pandémie, et en particulier en Europe. Alors, quand on regarde les choses un petit peu plus en détail du côté de l'offre, on voit cette forte baisse de l'offre venant des pays de l'OPEP par rapport au début d'année. Hein, et puis, bon, l'accord a été respecté également par la Russie, qui se faisait quand même tirer l'oreille jusqu'ici pour respecter les accords du groupe OPEC+. Et tandis qu'aux États-Unis, là aussi, la production a nettement baissé, peut-être probablement même un peu surestimé sur l'été, quand on regarde les données mensuelles qui sont basées sur des données réelles, alors que les données hebdomadaires sont basées sur des enquêtes. On voit que la production a probablement plus baissé. Alors ça, c'est évidemment l'impact de le fait de le shale oil. En fait, toutes les activités de shale oil sont devenues non profitables avec l'effondrement des prix. On avait beaucoup de sociétés qui étaient très très endettées, et qui ont mis la clé sous la porte. Donc on a une énorme réduction de l'activité et pour l'instant pas vraiment de signe de redémarrage, alors qu'on s'attendait au départ à ce que ça reparte dès que les prix étaient revenus autour de 45 par là. On a une espèce d'assainissement du secteur qui est en train de s'opérer. Alors, il y a eu une petite remontée, donc on le voit, de la production, qui est liée au fait que dans les accords qui ont été prévus, il y a eu d'abord une remontée qui était prévue de moins 9,7 millions de barils par jour à moins 7,7 au mois de juillet. Ça a été repoussé au mois d'août, donc là on est maintenant dans ce cas de figure. Mais à mon avis, la grosse question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que la prochaine hausse, elle est prévue début 2021, est-ce que l'OPEP peut vraiment remonter sa production dans le contexte actuel? Alors, en perspective de demande, là aussi, les choses se sont un peu envenimées. C'est-à-dire que probablement le scénario était trop optimiste sur le marché pétrolier. C'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'on voit que les prévisions économiques ont plutôt eu tendance à être révisées un petit peu à la hausse ces derniers temps. Mais il y a eu aussi une forte reconstitution des stocks en Chine
mesures de précaution. Il y a eu une nouvelle crise, tensions vis-à-vis des États-Unis, etc. Donc il y a une forte demande chinoise qui commence quand même à se tasser, même si l'économie va mieux, parce qu'on accumule moins de stocks. Il y a eu cet effondrement de la demande en provenance d'Inde, notamment une forte utilisation du diesel, donc il y a eu des conséquences très fortes. Et on a vu les marges sur le diesel complètement s'effondrer. Et puis, ce qui a précipité notamment cette correction des prix à la baisse en tout début du mois de septembre, l'Arabie Saoudite elle-même a donné le signal de baisse en accordant des discounts. Vous voyez ça sur le petit graphique à droite, là, sur les OSP, donc les prix de vente officiels de l'Arabie pour ses clients asiatiques. Là, alors qu'on était sur une petite hausse les mois précédents, on est reparti à la baisse. Donc ça, voilà, ça mettait, je dirais, ça a entériné le fait que la demande, les marges s'étaient complètement effondrées, la demande était plus du tout assez forte. Et donc, l'Arabie a dû consentir des baisses de prix, et l'Irak a fait la même chose, etc. Donc, voilà, une orientation de la demande qui est inquiétante, évidemment renforcée par ce qui est en train de se passer en Europe, qui vient ajouter à ces inquiétudes. Alors, si on fait un peu le bilan de tout ça, qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau d'équilibre entre la demande et l'offre de pétrole? Bon, vous voyez cette très forte baisse, hein, sur la première ligne sur la demande qui regroupe l'OCDE et les pays non OCDE. Donc on voit qu'on a diminué un petit peu au Q1 par rapport au Q4 2019. Quatrième trimestre, pardon, et puis un effondrement au deuxième trimestre, remontée au troisième, quatrième, l'anticipation d'une poursuite quand même de l'amélioration en 2021, mais quand vous regardez les moyennes annuelles, vous voyez 100 millions de barils de jour en 2019, 91,9 en 2020, 97,1 en 2021. Donc ça veut dire qu'on anticipe toujours que la situation ne sera pas normalisée à la fin de l'année 21. Côté offre, bon, évidemment, il a fallu s'ajuster, c'est exactement ce que je viens de vous décrire, mais probablement, on peut penser que la pression sur le groupe OPEP plus pour maintenir une offre plus basse en 2021 en particulier, moi je pense sera forte, et je ne vois pas l'OPEP remonter sa production dès le début de 2021 compte tenu des perspectives actuelles de demande. Ça semble impossible, donc on aura certainement des annonces de ce côté-là. Vous voyez la ligne sur les stocks, cette énorme constitution de stocks au premier semestre, suivie donc là en ce moment par un ajustement à la baisse, mais qui est probablement surestimé pour le dernier trimestre 2020 compte tenu de ce qui est en train de se passer. Probablement les stocks vont moins diminuer que prévu. Une amélioration au total assez lente si on suit les perspectives de production de l'OPEP en 2021. Tout ça ne semble pas réaliste, c'est-à-dire que vous avez eu un gonflement tel des stocks en 2020 au premier semestre, il va falloir absorber tout ça, et probablement ça va nécessiter un effort des producteurs pendant bien plus longtemps que ce qui est prévu actuellement. Voilà. Bon, en termes d'évolution de prix, c'est le graphique qu'on avait dans le dernier mensuel, c'est-à-dire que on pense que à court terme, les prix vont rester un peu sous pression. Ensuite, et donc rester relativement faibles. On voit pas d'effondrement dans le sens où on ne voit pas Alors, ce qui pourrait provoquer un effondrement, c'est vraiment le lockdown généralisé, mais je vous l'ai dit, je ne crois pas, parce que les conséquences économiques sont telles que ça me semble complètement exclu. Par contre, évidemment, les perspectives de reprise en 2021 un peu plus fortes, c'est la survenue si on a un vaccin qui est diffusé largement, là, ça va créer, je pense, une période un peu euphorique sur les marchés dont vont bénéficier un peu les prix du pétrole, tout en sachant effectivement que les fondamentaux vont rester quand même relativement lourds, et que dans ce contexte-là, ça n'autorise pas a priori de penser que les prix du pétrole vont rebondir là où ils étaient auparavant, c'est-à-dire vers 70 dollars le baril. Hein. Ça me semble quand même difficile d'envisager ça, peut-être à très très court terme, mais je crois que ce sera quand même relativement intenable. Alors après, il y a des éléments qui peuvent venir perturber tout ça. Je vous ai dit l'élection présidentielle
logicielle américaine, ça peut avoir des conséquences si ça se passe vraiment extrêmement mal, ce genre de choses. Redémarrage lent anticipé quand même de la production aux États-Unis, mais ça viendra mettre encore un peu plus de pression probablement sur les pays de l'OPEP au cours de l'année 2021. Voilà, moi j'ai terminé. Alors, est-ce qu'on prend des questions maintenant ou est-ce que c'est Stéphane qui enchaîne Eh alors? bien, on va enchaîner avec Stéphane parce que ta présentation a été très claire et très complète et on n'a pas encore reçu de questions par rapport à ces 2 premiers chapitres pour l'instant. Mais je vous invite à, si des questions devaient vous apparaître, n'hésitez pas à les poser. On y répondra donc en fin d'exposé. Voilà, donc je vais passer maintenant la parole à Stéphane qui va lui nous parler donc des 2 marchés complémentaires que sont le gaz et la partie électrique. Oui, merci Christophe, merci Olivier. Moi, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas de questions après une démonstration aussi détaillée et dense que celle d'Olivier. Tout était pour le moins très limpide. Donc, je vais vous parler un petit peu du gaz et d'électricité. Alors, il y a une actualité, mais elle est effectivement un petit peu occultée par celle de la macroéconomie. Et donc, on va s'en tenir aux fondamentaux et aux messages principaux. D'abord, je pense qu'il faut attirer votre attention sur le fait que, s'agissant des prix du gaz sur le court terme, les ordres de grandeur en valeur absolue sont tout à fait spectaculaires. C'est-à-dire qu'on a atteint au mois de mai, au mois de juin, des valeurs à 4-5 euros du mégawattheure, qui sont des valeurs qu'on a rencontrées historiquement que très ponctuellement, à l'occasion d'événements très ciblés. Mais donc, durablement, sur un mois, sur un trimestre, avoir un prix du gaz court terme pour livraison le jour suivant qui oscille entre 4 et 6 euros du mégawattheure, c'est assez rare que pour être mentionné ici. Alors, vous observez sur le graphique gauche que la fin de la courbe, à partir de la moitié du mois d'août environ, augmente. C'est bien la valeur en orange qu'il faut suivre. Et donc, effectivement, dans ce contexte très, très bas de prix, ou de prix très bas, toute augmentation de 3-4 euros du mégawattheure en relatif devient tout de suite très impressionnant. Et donc, on a un prix du gaz qui est passé d'un ordre de grandeur de 5 à un ordre de grandeur de 10. Donc, on pourrait prétendre que ça a doublé. Oui, certes. Néanmoins, ça reste quand même très inférieur au prix qu'on a pu observer ces dernières années, avec, rappelez-vous, une pointe au mois de septembre 2018 où on était plutôt aux alentours de 30 euros du mégawattheure. Donc là, les fondamentaux du marché du gaz sont vraiment en train de se modifier. Et vous voyez que sur une période de 24 mois, entre septembre 2018 et septembre 2020, le prix du gaz sur le court terme peut être divisé en 6. Donc, ça suggère aussi que le mouvement inverse n'est pas totalement impossible. Sur le graphique de droite, c'est un peu technique et je ne m'y arrête pas longtemps, mais vous voyez que sur l'analyse qui permet de confronter le prix du gaz ou l'efficience du gaz vis-à-vis de l'efficience du charbon, le prix du gaz en vert est descendu structurellement sous le prix d'équilibrage entre les centrales au gaz et les centrales au charbon. Donc, vous avez des opérateurs qui produisent de l'électricité à partir de turbines à gaz et à charbon. Si on considère la flotte au niveau européen, donc avec une forte empreinte allemande et Pays-Bas notamment, si on considère cette flotte-là en prenant l'efficience des turbines, en prenant les prix du CO2, en prenant les prix du charbon, vous voyez ici le tunnel gris qui se dessine entre 10 et 20 euros du mégawattheure plus ou moins. Donc quand la courbe verte qui qualifie le prix du gaz est au-dessus de cette valeur-là, ben, le gaz est structurellement plus cher pour produire de l'électricité et c'est donc le parc de production à partir de charbon qui fonctionne. Quand la courbe verte est inférieure à cette zone grise, comme c'est le cas pour le moment, c'est structurellement le gaz comme technologie qui est moins cher pour produire de l'électricité. Et donc j'attire votre attention sur le fait que les prix du gaz fort bas, tels qu'ils ont été enregistrés au deuxième trimestre et sur le début du troisième trimestre, ont porté la consommation de gaz de la part des producteurs d'électricité, puisque là où c'était possible, et donc encore une fois en Allemagne, aux Pays-Bas, peut-être en Espagne aussi, les opérateurs ont basculé du charbon vers le gaz.
Je passe au slide suivant. Brièvement, pour faire le lien avec le début de la présentation et avec le Covid, on voit que si on prend les 5 pays du nord-ouest européen, le Covid a certainement eu un impact au mois d'avril et au mois de mai. Alors, c'est plutôt lié à l'absence de demande industrielle et à l'absence de demande des utilities pour la production électrique. Mais très vite, dès le mois de juin, en fait, on revient sur des valeurs qui sont assez standards, hein, et qui même, à certaines occasions, dépassent les valeurs historiques. Donc, sur la consommation de gaz, c'est surtout le confinement qui a eu un impact négatif, plus que la crise du Covid en elle-même. Et on ne voit pas aujourd'hui, au mois de septembre 2020, d'effets qui seraient très déviants par rapport aux consommations historiquement observées ces dernières années. Et vous voyez même que sur la partie inférieure du graphique, qui vous montre en fait sur le même périmètre la consommation non résidentielle, donc c'est-à-dire sur les types de consommateurs industriels et sur la consommation en gaz de la part des producteurs électriques, vous voyez même que les prix bas du gaz ont permis donc d'arbitrer en faveur du gaz naturel pour la production d'électricité et a donc tiré la consommation en gaz à des niveaux historiquement plus hauts que ce qui a été observé par le passé. Il se passe un truc quand même sur lequel je m'arrête, c'est l'équilibrage des prix entre les États-Unis et l'Europe. Vous voyez en haut à gauche que la courbe orange était supérieure à la courbe enregistrée en 2019 et que donc en 2020, alors vous ne le voyez pas dans la légende, je suis désolé, il y a une petite erreur, mais donc en 2020, c'est en orange ici, la courbe est significativement plus haute que la courbe bleue 2019 sur la première partie de l'année, et puis la courbe plonge vers le mois de juin sous les niveaux enregistrés en 2019. Donc on pourrait imaginer, on pourrait spéculer sur le fait qu'il y a eu moins de demandes en gaz, mais on vient de montrer que ce n'était pas le cas. Donc en fait, il y a un rééquilibrage des flux gaziers qui se fait, où il y a moins d'imports GNL. Et dans cette analyse, le contributeur aux importations GNL, qui est la principale raison de cette diminution, ce sont les États-Unis. Et donc, vous voyez en bas, en rouge, que la proportion des États-Unis évolue significativement à la baisse. Donc, au mois de février, ça représentait environ un tiers des imports GNL, alors qu'au mois de septembre, ce n'est plus que quelques malheureux pourcents. Donc, il y a un phénomène aux États-Unis qui est très propre à ce marché-là, c'est qu'une partie de la production du gaz est directement corrélée à la production de pétrole. C'est ce qu'on appelle le gaz associé, les associated gas. Ça représente environ 15% de la production nationale ou domestique des États-Unis. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas énorme, non. Enfin, à l'échelle du marché, ça compte quand même. Et donc, cette production de gaz associé, elle est directement et techniquement corrélée à la production de pétrole. Et dans un environnement de pétrole un peu déprimé, comme Olivier l'a évoqué, avec des prix qui, de manière très inerte et très permanente, aussi en 35 et 45 $, il y a un certain nombre d'unités de production qui s'arrêtent, et donc consécutivement, il y a un certain nombre de productions de gaz associés qui s'arrêtent aussi. Et c'est ça qui a porté, vous le voyez sur la partie droite du graphique, c'est ça qui a porté les prix américains, donc en rouge, c'est le hub de référence, le Henry Hub, un petit peu à la hausse, et vous voyez comment les trois régions s'équilibrent entre elles. Donc le marché de référence continental en Europe, c'est le TTF, et le JKM étant le marqueur asiatique qui donne surtout la tendance pour la Corée du Sud et pour le Japon. Donc aujourd'hui, le spread, il reste un spread très favorable, mais qui est d'autant plus grand entre l'Asie et les États-Unis qu'entre l'Europe et les États-Unis. Et donc ceci suggère en fait que, au-delà du fait qu'il y a moins de GNL disponible à l'export, ce qui reste disponible prend plutôt la direction de l'Asie et donc du Japon et de la Corée du Sud singulièrement. Un petit aperçu des prix. On avait atteint le point bas. Je vais essayer de... Voilà, c'est plus confortable comme ceci pour moi.
On avait atteint un point bas donc, aux alentours du mois de mai, avec une espèce d'inertie sur les prix suite au confinement qui avait été décrété en Europe et suite de manière plus générale à la crise du Covid. Il y a un petit rebond donc, sur le CAL 21 que vous voyez ici en rouge, qui est notamment porté par les prix court terme qui se sont appréciés pendant le mois d'août et pendant le mois de septembre. On l'a vu au préalable. Et donc, le court terme du mois de septembre est davantage un marqueur pour le CAL 21 que le court terme du mois de janvier ou que le court terme du mois de février, de par la proximité sur la ligne de temps. Plus subtilement, je pense que ce qu'il faut remarquer, c'est l'inversion des courbes. Donc, on était dans un marché qui fonctionnait en backwardation sur la période 2013-2018, je dirais. Vous voyez ici que de manière assez visible et assez tangible, le CAL 24, qui est le très éloigné en noir, sur la partie gauche du graphique, est un peu moins cher que le CAL 23, qui est lui-même un peu moins cher que le CAL 22, qui est lui-même un peu moins cher que le CAL 21. Et ce mécanisme qui était plutôt le standard de ces dernières années, c'est d'abord complètement aplati pendant une période de transition, avant, vous le voyez, de s'inverser. Et donc, si on oublie CAL 21, qui est un peu particulier et qui est fortement imprégné de la tendance court terme qui est un peu déprimée, soyons clairs, même si on focalise sur 22, 23, 24 qui vont très vite devenir des sujets d'actualité pour les personnes qui doivent fixer un budget, vous voyez que le marché travaille maintenant en compte en go. Ce qui là aussi a été un peu le standard du marché, mais c'était il y a plutôt 10 à 15 ans que de 5 à 10 ans. Et donc, quelque part, vous pourriez traduire ça comme étant l'incertitude sur les prix que le marché veut donner au très long terme. Et donc, plus vous vous éloignez de l'instant T, plus le même mégawattheure s'apprécie parce qu'il y a des incertitudes, notamment sur l'équilibrage entre l'offre et la demande. Est-ce que j'ai encore un slide? Oui. Alors, avant de parler de l'évolution du prix, je ne sais plus si j'ai mis ce slide-ci. C'est un slide de IHS Markit. Avant de parler de ce slide-ci, je vous donne un mot quand même sur le Nord Stream, parce que ça remonte parfois dans la presse quelquefois. Donc, grand projet russe avec certains partenaires franco-allemands et européens au sens large pour amener du gaz. Donc, c'est l'extension de la version 1 Nord Stream qui doit venir en service d'ici quelques mois normalement. Projet qui s'est étendu sur 7 ou 8 ans. Et qui passe par la mer Baltique donc pour éviter notamment l'Ukraine sur le transit terrestre, sur le transit onshore. Je pense que, si vous voulez mon avis, il y a quand même peu de chances pour que ça n'aille pas à son terme, dans la mesure où environ 80% du pipeline est posé. Donc, au moment où on se parle, il y a sur les 1500 km environ que compte le projet, il y a certainement 1200 ou 1300 km qui sont déjà effectivement posés. Alors certes, il n'y a pas de gaz dedans, mais l'infrastructure est déjà là. Donc je ne vois pas par quelle pirouette les différents acteurs pourraient s'en sortir pour dire qu'il n'y aura pas de gaz dans ce tuyau-là. Donc on peut reconsidérer la partie transit downstream, c'est-à-dire la manière avec laquelle le gaz va être dispatché depuis l'Allemagne vers l'ouest européen, vers l'Europe centrale aussi, vers l'Europe du Sud. Enfin, je pense que ça c'est des vrais sujets régulatoires et politiques. Mais sur le fait que Gazprom augmentera ses parts de marché par ce pipe-là, ça va, je pense, être une réalité dans quelques mois. On voit bien la manœuvre du président Trump qui cherche à défendre son industrie. C'est tout à son honneur quelque part, en utilisant la géopolitique pour rendre les choses plus compliquées. Effectivement, il n'y a pas de terminal GNL en Allemagne et donc, a fortiori, il n'y a pas de GNL américain qui peut arriver en Allemagne. Ça semble être un point d'attention pour les relations entre les deux pays. Mais encore une fois, cette doléance-là, elle arrive assez tard dans le processus de Nord Stream. Et donc, gardez en tête que sur la courbe, il y a parfois des distorsions très fortes entre le comportement court terme et le comportement long terme. À partir du moment où il y a peu de mouvements forts du pétrole, c'est plutôt cette actualité infrastructure qui porte les indices 23-24, par exemple. Donc, pour revenir sur les prix du gaz, vous voyez ici en bleu, donc c'est les valeurs en bleu qui sont les plus représentatives pour les consommateurs belges. C'est donc le hub de Zeebrugge. Vous voyez le point bas qu'on a observé à l'été
2020. Vous voyez aussi qu'il y a une forme cyclique hiver-été qui est quand même très saine dans le fonctionnement du marché du gaz naturel, mais qui n'est pas toujours observée. Et donc, si vous considérez le 22, le CAL 22, le CAL 23, ce sont deux contrats qui traitent, l'un très légèrement en dessous de 15, l'autre plutôt au-dessus de 15, mais voilà, 15 est un peu une référence. Vous pouvez vous dire que pour l'année 2022, si on en croit le forecast ici, 15 € semble être un peu cher pour l'année 2022. Et donc, ce qui est suggéré, c'est de ne pas prendre de position, en tout cas si on compare les prédictions du spot au prix actuel. Alors que pour 2023, c'est un peu l'observation opposée, c'est-à-dire qu'avec 15 €, vous tapez plutôt bon marché sur le trimestre 1 et 4 et vous tapez plutôt cher sur Q2, Q3, mais en tout cas, le prix semble être en ligne avec les prédictions du court terme. J'en ai terminé pour le gaz. Je pense, Christophe, que je peux poursuivre vers l'électricité. Absolument. Un petit mot sur les évolutions CO2. Alors, c'est très dans l'air du temps. Pourquoi? Tout d'abord, parce que le 1er juillet, dans le cadre de la rotation sur la présidence de l'Union européenne, l'Allemagne a pris ses quartiers pour 6 mois, jusque janvier 2021. Et donc, d'aucuns pensent que cette visibilité-là, cette vitrine, va servir un petit peu à promouvoir la politique très interventionniste et très volontariste de l'Allemagne sur les sujets climatiques et sur les sujets environnementaux de manière plus large. Donc, on a eu, et vous le voyez ici à l'entrée du 3e trimestre, au mois de juillet, une forte augmentation des prix qui a déjà été testée 30 € la tonne. Alors, je lis parfois dans la presse qu'il faudrait des prix à 100 €, à 150 € pour décourager leur cours au charbon. Sans doute que c'est un peu radical comme position, mais je la comprends. Entre-temps, quand le marché touche 30 €, et vous avez 2 exemples au mois de juillet et le 31 août, ça n'y reste jamais très, très longtemps. Donc, on a quand même l'impression qu'il va falloir un peu plus que des déclarations de bonnes intentions pour amener le marché significativement à un prix beaucoup plus haut ou durablement à un prix significativement plus haut que ce qui est pour le moment. Ça reste un marqueur très important, hein, donc je rappelle la corrélation, 1 € par tonne sur le prix du CO2 correspond environ à 0,4 € du mégawattheure de déviation sur le CAL plus 1 belge. Et donc, quand vous prenez, comme ça peut être le cas ici, 3 € sur une journée de transaction pour le prix du CO2, ça fait 1,2 € du mégawattheure sur le CAL 21 dans un sens comme dans l'autre. Donc, c'est une actualité à suivre. On est aussi au milieu d'un contexte très particulier avec la Climate Week à New York, avec différents gros opérateurs qui font des annonces sur leur assez vertueuses par rapport au climat, par rapport à l'environnement. C'est un peu typique de septembre. Rappelez-vous encore ce qui s'est passé en 2018. Donc moi, j'ai une vue stable à légèrement baissière, j'ai bien dit légèrement, sur la fin de l'année 2020 pour le CO2. Il n'en reste pas moins que, une fois que les planètes seront alignées et quand l'Europe parlera d'une même voix, il y a de très fortes chances pour que des mécanismes soient mis en place pour porter ce prix du CO2 à un autre ordre de grandeur que là où il est pour le moment. Mais c'est probablement prématuré d'imaginer que ce sera encore pour 2020. On a eu, à la sortie de l'été 2016, 17 et 18, des problèmes sur les parcs de production nucléaire. C'est venu pour 2016 et 2017 de France, c'était en 2018 plutôt en Belgique. Donc vous comprenez que maintenant on suit ça de près évidemment, encore plus que d'habitude. À droite, vous voyez l'évolution des forecasts de production de RTE, ou d'EDF d'ailleurs, excusez-moi, je ne sais plus. En tout cas, c'est un des 2 opérateurs qui est tenu par la règle REMIT de publier ses forecasts de production. Donc, vous voyez comment le forecast pour la même période de la fin de l'année 2020 a évolué. Et donc, d'un forecast le 18 mars qui était probablement trop optimiste, ils sont passés en pleine crise du Covid à quelque chose qui était probablement trop négatif. Et donc, on voit que les 2 derniers forecasts de fin juillet et de septembre sont bien en ligne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quand même sur le 3e trimestre une très grande activité sur les maintenances EDF, que ce n'est pas sans impact sur les prix court terme, on le verra après.
et que petit à petit et graduellement et sans surprise, les groupes redeviennent disponibles à l'automne et a fortiori à l'entrée de l'hiver. Pas de sujet particulier en Allemagne, dont vous voyez la combinaison de la zone de la zone bleue pour le vent et de la zone jaune pour le solaire. Les deux ensemble, on est à quelque chose qui ressemble à 40-45% de la production sur le troisième trimestre. C'est tout à fait appréciable. La Belgique, c'est un autre ordre de grandeur, mais ce n'est pas pour ça qu'on est moins vertueux. J'attire votre attention sur la maintenance des parcs nucléaires. Donc là aussi, c'est un peu l'actualité. Hein. La pointe que vous voyez ici, c'est leur démarrage de Doel 3. Donc c'est la première ligne de mon cadre au milieu du slide. Il y a des très fortes variations d'une année à l'autre. Ça peut être dû à des problèmes, à des investigations complémentaires, oui, mais c'est surtout parce que la maintenance nucléaire, c'est un métier qui s'étale sur plusieurs années. Donc, il n'y a aucune raison à l'échelle du parc de la Belgique pour qu'une année ressemble à l'autre. Voilà, il y aura un parc qui partira en maintenance le 25 septembre, donc c'est demain, pour une période d'environ 7 à 8 semaines. C'est Doel 4. Mais d'un autre côté, vous voyez que le 5 septembre, Doel 2 est revenu en production normale. Donc, je dirais, pas grand-chose à signaler de ce côté-là. On est plutôt conforme au planning initial. Quelques mots complémentaires. Il y a un sujet ARENH en France avec des fournisseurs alternatifs. Vous voyez 3 noms ici qui ont introduit un recours auprès d'EDF, qui ont déclaré force majeure auprès d'EDF vu la crise du Covid. L'autorité française leur a donné raison. Je ne m'attarde pas plus là-dessus, mais ça a des impacts notamment sur les prix Q4 20 et Q1 21 France, avec consécutivement une volatilité observée sur le marché belge. Il y avait un recours qui avait été introduit sur la fermeture de Tihange 2. Ils ont été déboutés, donc Tihange 2 pourra continuer à opérer jusqu'à son planning de fermeture. La mise en service d'Allegro, donc connexion entre l'Allemagne et la Belgique. On parle de 1 gigawatt et je ne vais pas doucher vos espoirs, mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour équilibrer les deux marchés, notamment sur le court terme, mais en tout cas, ça participe à la sécurité d'approvisionnement, ça participe à la corrélation entre les deux pays. Et je trouve ça un peu anecdotique, mais à la fois très révélateur de l'ère du temps quelque part. En Allemagne, le gouvernement organise une enchère pour accélérer la fermeture des centrales au charbon. Alors, ça fonctionne comment? Et dans le principe, le gouvernement organise une enchère électronique et les opérateurs peuvent donc dire moi, pour 2 millions d'euros, pour 20 millions d'euros, je ne sais pas, je suis disposé à fermer cette centrale-là, cette capacité-là. Je trouve ça très, très innovant finalement. Alors après, c'est un peu subsidier la sortie du nucléaire, la sortie du charbon, certes, mais je trouve ça assez intéressant. Et donc Vattenfall, qui a mis en service en 2015, c'est-à-dire il y a à peine 5 ans, une centrale au charbon flambant neuve et qui devait la fermer en 2033, a des bonnes chances manifestement de remporter l'enchère dont les résultats officiels seront connus seulement au mois de décembre. Donc voilà une utilities qui a investi dans un marché, qui a mis en service en 2015, qui devait opérer jusqu'en 2033 et qui a une chance non nulle de mettre la clé sous le paillasson, en tout cas pour cette centrale-là, en 2021. À droite, simplement pour vous donner un petit peu la saveur actuelle sur la consommation, sur la demande en électricité sur les différents pays européens suite à la crise Covid. Je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis à cet endroit-ci parce qu'il y avait un peu de place. Mais donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout sur les 25-30% de décalage ou de déviation qu'on a pu observer au mois de mai, au mois de juin, notamment au Royaume-Uni. Ici, certains pays sont revenus totalement conformes à leur demande historique.
vous voyez sur les pays qui sont affichés dans la zone verte. Et sur l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et aussi la Belgique, on est plutôt sur des variations de l'ordre de 7 à 8% par rapport à ce qui est historiquement mesuré. Les prix court terme, donc je vous parlais du planning de maintenance de la France, donc fact-checking, comme on dit dans ces cas-là. Voyez en avril ce que ça valait en mégawattheure en moyenne sur le court terme, 13,45 €. Et donc les industriels français qui ont souscrit à l'ARENH en novembre 2019 à 42 € du mégawattheure et qui en plus ont été écrétés, vous voyez que l'observation est difficile probablement pour eux, mais ça remonte très vite. Hein. Donc, je vous disais que le prix du gaz fait x6 sur 2 ans ou x2 sur 2 semaines, mais le prix de l'électricité ici fait plus que x3 entre avril et septembre. Alors, la Belgique, qui fonctionne normalement dans un binôme relativement fidèle avec la France, a eu aussi des prix très très bas. On voit que ça s'est quand même très fortement apprécié sur le 3e trimestre. Et regardez la notation en haut du slide en orange, il y a eu le 21 septembre des prix à 200 € du mégawattheure. Ça reste quand même une réalité à laquelle on va être de plus en plus confronté avec, quand les conditions climatiques ne sont pas remplies, des pointes du court terme qui peuvent s'envoler au-delà de 200 € du mégawattheure. Donc, la volatilité, les déviations, les écarts restent plus que jamais à l'ordre du jour sur le périmètre belge. C'est la pénétration du renouvelable et c'est un peu quelque chose qu'on va devoir accommoder de gré ou de force, mais on va être totalement tributaire des conditions météo. Dernier slide, évolution des prix de l'électricité. Vous voyez que par rapport à la fin de l'année 2018, les écarts se sont un peu creusés. Tout d'abord, Cal 21, lui, est fortement imprégné de la déprime court terme, et notamment des prix très bas qu'il y a eu au deuxième trimestre. Mais après, on voit que les écarts d'une année à l'autre en Belgique s'écartent, se creusent. Elles se creusent de manière très tangible. Probablement beaucoup plus que sur les 3-4 pays adjacents à la Belgique. Pas de surprise, c'est l'incertitude liée à la sortie du nucléaire. Alors, dans le cadre de la formation du gouvernement, tout le monde semble être, en tout cas c'est ce qui est suggéré, sur la même ligne pour valider 2025. Mais il en reste néanmoins que c'est très difficile aujourd'hui pour un opérateur en Belgique, pour un industriel en Belgique, pour un client en Belgique, de savoir comment l'offre et la demande va s'équilibrer sur l'échéance 2023, 2024, 2025. Donc, le premier groupe Doul à être mis sous concon, c'est déjà en octobre 2022. Donc, je ne dirais pas que c'est demain, mais c'est après-demain. Donc, on va très vite être confronté à cette réalité-là. Et donc, conclusion de ce slide-ci, on est aussi en contango avec environ 1,5 à 2,5 € du mégawattheure de prime de risque, de prime d'incertitude plutôt, sur le très long terme. J'en ai terminé pour le gaz et pour l'électricité. Je repasse la parole à Christophe. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Ouais. Je n'arrive pas à relancer ma caméra. Je pense que Bali doit le faire pour moi, mais ce n'est pas très grave. Merci beaucoup pour tes explications très intéressantes, comme d'habitude. On a reçu quand même quelques questions pendant ton speech. Peut-être que je vais les poser maintenant. Donc, tu as fait la démonstration en fait, que le prix du gaz est descendu en dessous du range de la transition gaz-charbon pour la production électrique. Un de nos auditeurs nous demande si ceci va avoir un effet structurel sur la demande à long terme de gaz et donc sur son prix. Oui. La réponse est plutôt oui. Hein. À partir du moment où dans l'exercice que j'ai montré, rappelez-vous la zone en grise, le prix du CO2 intervient là-dedans. Tout ce qui va porter le prix du CO2 va faire décaler cette zone grise à la hausse et donc renforcer l'attractivité du gaz. Maintenant,
vous savez comment les marchés fonctionnent, le gaz va probablement se caler juste en dessous du niveau inférieur de la zone grise pour rester quand même attractif, mais quand même pour être apprécié à son niveau marginal par rapport au charbon. Donc, pour répondre à la question, oui, et de toute façon, à un moment donné, la demande de gaz va être portée par la fermeture des unités au charbon sur les 2-3 pays qui l'ont décidé. Donc, à un moment donné, la question de l'arbitrage entre le charbon et le gaz ne se posera plus, puisqu'il y aura beaucoup moins d'unités au charbon. Ok. Très bien. Alors, une deuxième question. Donc, la semaine dernière, je pense que la présidente du Conseil a fait un peu l'actualité en parlant des augmentations, en tout cas des ambitions européennes en matière de réduction des émissions de CO2, donc plus 15% par rapport à ce qui a été prévu initialement. Quelle peut être la conséquence pour le prix de la tonne de CO2 de ces nouvelles mesures qui pourraient être votées par l'Europe? Alors, tu fais allusion à l'allocution de la présidente de l'Union européenne? C'est bien ça, oui, où on Oui, parle de oui. 55% par rapport aux 40% actuels. Aujourd'hui, il y a un contexte juridique qui est plus ou moins stable sur la formation du prix du CO2 et qui est validé encore pour de nombreuses années. Sur ce qui avait été décidé il y a peut-être déjà 15 ans ou 20 ans, on a vu que, notamment suite à la crise de 2008, on est venu essayer d'annexer un certain nombre de mécanismes un peu satellites sur un schéma qui avait déjà été validé plusieurs années plus tôt, et on a vu quel parcours du combattant c'était. Donc, tout indique que ce qui se prépare après la quatrième phase de l'ETS va conditionner un prix du CO2 plus haut. Maintenant, je pense que c'est des discussions qui sont très, très compliquées, presque géopolitiques. Alors, c'est peut-être moins que le gaz et que Trump et l'Allemagne, mais ça reste quand même très compliqué. Il faut oublier que la Pologne, dans son mix énergétique, par exemple, c'est 60% de charbon. Donc, mon sentiment, c'est qu'on a une déclaration de bonne intention, et je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est vers là qu'on marche. Et que donc le CO2 ne pourra pas faire autrement que d'être haussier. Moi, je pense que ça va encore prendre peut-être une législature, un mandat pour avoir des textes qui sont précis et pour donner de la visibilité aux différents opérateurs. Est-ce qu'on arrivera un jour à des ordres de grandeur totalement différents que ce qu'on a aujourd'hui? Moi, je pense que le chemin est très, très long. Hein. Donc, pour moi le CO2 est quelque part condamné à avancer entre 20 et 40 euros la tonne. Et puis, si vous regardez aussi les mouvements qui sont en place dans l'industrie, même de la part des plus grands chimistes, vous avez encore eu un exemple en Belgique cette semaine, au niveau individuel, les corporations, les industriels prennent des initiatives. Donc, à un moment donné, le recours à cet artifice EUA va devoir être repensé aussi parce qu'il y aura moins de besoin de EUA. Mais donc, pour répondre à la question, évidemment qu'il va y avoir une augmentation du prix du CO2. La question, c'est plutôt de quel ordre. Et moi, je pense que c'est que l'ordre de grandeur, c'est 20, 30, 40 euros par crédit et pas 100 ou 150. Ok, très bien Stéphane, merci pour ces réponses. Je pense qu'entre-temps, il est 11 heures. On va conclure ici. On a encore reçu quelques questions, on y répondra dans les mails qu'on vous enverra avec les informations. Merci Stéphane, Olivier, pour vos intéressants éclairages de ce marché de l'énergie. On va vous proposer rapidement un petit sondage pour voir en quelle mesure ce qu'on vous a présenté aujourd'hui répondait à vos attentes. Je crois que voilà, il est affiché, donc je vous laisse le temps d'y répondre. Voilà. Avant de vous quitter, donc je vous rappelle que vous allez recevoir donc un email avec l'enregistrement de la session d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager avec vos connaissances et vos collègues qui pourraient y être intéressés.
afin qu'il soit des nôtres, en tout cas la prochaine fois. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page LinkedIn Energy Market, qui est dédiée au marché dont on vient vous parler aujourd'hui et qui est alimentée en tout cas très, très couramment par rapport aux dernières actualités du marché de l'énergie. Bien, je pense qu'il me reste à vous remercier pour votre participation. Merci encore une fois Stéphane et Olivier pour les analyses. La prochaine session, notez-la déjà, aura lieu le 10 décembre 2020. Vous recevrez bien entendu un email qui vous invitera à vous inscrire, à vous préinscrire à la session. Et vous y aurez donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir bloquer vos agendas. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous sommes à votre disposition pour toute question complémentaire. Et on vous donne rendez-vous donc au mois de décembre. À très bientôt. Bientôt.